Le problème est qu'à force d'être sollicité, le concept de vérité finit par être dévoyé. La preuve en est que si l'on nous présente une information comme vraie, loin d'en prendre acte, nous nous demandons immédiatement « mais vrai pour qui? Vrai par rapport à quoi? Vrai dans quel contexte ?» Pensez au comptage des manifestants à Paris hier. 49 000 selon la préfecture, 65 000 selon les syndicats et 47 800 selon les journalistes. Comme s'il allait de soi que la vérité était plurielle. Finalement, parler de vérité, c'est faire beaucoup de bruit pour rien. Quand nous disons d'une théorie ou d'une affirmation qu'elle est vraie, nous ne faisons qu'envoyer un signal à notre interlocuteur pour lui indiquer que c'est quelque chose que nous valorisons. Le qualificatif « vrai » est un terme honorifique que l'on applique à tout ce que l'on veut mettre en avant. Ainsi, dire que l'explication des archéologues est vraie, ce n'est pas dire quelque chose d'essentiel et de définitif sur l'origine des premières populations d'Amérique, c'est simplement lui adresser un compliment, lui donner une petite tape dans le dos pour lui montrer que l'on se range à ses côtés. En d'autres termes, qualifier un énoncé de vrai, cela revient à le liker. Mais tout de même, la vérité est-elle réductible à un pouce levé? Non. Ce que je souhaite vous montrer, c'est que même si la grande plasticité de la vérité nous fait parfois suspecter qu'il n'existe pas de vérité au sens noble du terme, c'est-à-dire de vérité objective et absolue, nous avons néanmoins de bonnes raisons de penser que ce concept a encore un sens. Même si ce que les gens tiennent pour vrai peut être le produit inconscient d'une idéologie ou d'une classe sociale, cela ne remet pas en cause l'existence d'une vérité objective. J'irai même plus loin. Je pense que c'est faire preuve d'une grande lâcheté que de considérer que la vérité est un concept désuet, obsolète, bon pour les apprentis prophètes ou pour les philosophes rétrogrades qui s'accrochent encore, les pauvres, à l'existence d'un absolu qui réglerait tous les désaccords. De même, réduire la vérité à une étiquette que l'on applique à certaines affirmations pour leur donner une forme d'aura et de respectabilité, c'est selon moi céder trop facilement du terrain aux vériphobes, c'est-à-dire à ceux qui ont en horreur l'idée selon laquelle il existe des vérités indépendantes des intérêts humains. Cette défiance généralisée à l'égard de la vérité conduit les vériphobes à penser qu'il n'existe pas d'autre vérité que relative ou subjective, donc pas de vérité du tout. Ce soupçon qui pèse sur la vérité alimente un autre soupçon, la crainte qu'on ne nous dise pas le vrai. Nous attendons de nos pères qu'ils nous disent la vérité. Or voilà qu'on nous donne des raisons de penser que nous serions abusés et que derrière l'apparence de discours vrais se cacheraient des constructions et des motivations moins louables. Toutefois, on voit bien que ce désir de véracité n'a de sens que si l'on postule l'existence de la vérité objective. Ne serait-il pas absurde de désespérer qu'on ne nous dise jamais le vrai si une telle vérité n'existait pas ? Ce que je voudrais vous montrer dans le premier temps de cette analyse, c'est que pour démanteler le concept de vérité objective, les vériphobes doivent encore s'attaquer à quelque chose de puissamment implanté dans l'esprit humain, contre lequel ils ne peuvent rien. En effet, non seulement nous attendons d'autrui qu'ils nous disent le vrai, mais surtout, nous avons une disposition naturelle à se fier à sa véracité, à la prendre pour acquise. Certes, une grande partie de nos connaissances est acquise par le biais du témoignage. Ce que nous prenons pour vrai nous est enseigné par nos parents, nos professeurs. La question de la véracité de ces sources se pose donc nécessairement. Pourtant, cela ne nous conduit pas à une défiance systématique à leur égard. La raison en est que, je cite Thomas Reid, « la vérité est toujours au bord de nos lèvres ». Autrement dit, nous disons le vrai de manière instinctive, naturelle. Ce n'est que dans des circonstances particulières que nous brisons intentionnellement la liaison entre nos pensées et nos mots. Mais le fait est que nous devons nous faire violence pour briser ce lien. Mentir, c'est comme nager à contre-courant. Les fieffés menteurs finissent toujours par s'épuiser et par se laisser porter par le courant des joies simples de la véracité. À cet égard, il semble que dire la vérité soit la chose la plus simple au monde. À vrai dire, pour dire la vérité, il n'y a rien à faire. En tout cas, il n'y a rien de spécial à dire. Il suffit de dire ce que nous pensons, sans préciser que c'est vrai et sans avoir à faire de signes pour indiquer que nous disons quelque chose que nous tenons pour vrai.
Imaginez si à chaque fois que les hommes disaient vrai, ils devaient clore leurs propos en ajoutant « selon moi, tout ceci est vrai ». Ou si on avait institué un signe comme un clin d'œil ou un claquement de doigts pour témoigner à notre interlocuteur que nous lui faisons part de quelque chose que nous tenons pour vrai. Nos discours seraient saturés de ces signes qui progressivement perdraient leur utilité. Si de tels signes n'existent pas, c'est parce que notre véracité est toujours présupposée dans nos activités conversationnelles. C'est le postulat de base, la toile de fond sur laquelle nos énoncés prennent place. Cela signifie que lorsque nous écoutons les propos de quelqu'un, nous prenons pour acquis qu'il nous dit ce qu'il croit être vrai. En ce moment même, vous m'écoutez, et si vous estimez que mes énoncés ont une valeur informative, c'est parce que vous partez du principe que je vous dis ce que je crois être vrai. Je n'ai pas jugé bon d'introduire mon discours par l'avertissement suivant « Mesdames et messieurs, tout ce qui va suivre est quelque chose que je tiens pour vrai ». Et vous seriez fort surpris si je clôturais ma conférence ainsi « Blague ». Vous auriez de quoi vous sentir floué. Car même si nous n'avons pas conclu de pacte, je n'ai pas signé de document m'engageant à ne dire que ce que je crois être vrai, notre accord est tacite. Nous disons ce que nous estimons être vrai. La véracité est donc une règle qui structure et rend possible les échanges informationnels entre locuteurs. En d'autres termes, la véracité est une implicature conversationnelle. Ce présupposé de la véracité explique pourquoi nous qualifions rarement nos énoncés de « vrais ». À cela s'ajoute une autre raison. En effet, à quoi cela pourrait-il bien servir de dire d'une affirmation qu'elle est vraie ? Par exemple, pourquoi nous contentons-nous d'affirmer que la neige est blanche sans éprouver le besoin de préciser qu'il est vrai que la neige est blanche ? La raison en est que le qualificatif « vrai » apparaît totalement superflu. Il n'ajoute rien à ce qui est dit. Dire « il est vrai que la neige est blanche » est redondant. Cela revient à dire 2 fois la même chose. Alors, à quoi bon ? Puisque la vérité est déjà impliquée dans le simple fait d'affirmer que la neige est blanche. Il est inutile de lui adjoindre le qualificatif « vrai ». Ce prédicat joue peut-être un rôle communicationnel en nous permettant d'insister sur ce qui est dit, mais il ne change rien au contenu sémantique de ce qui est dit, comme s'il était déjà présent dans l'énoncé « la neige est blanche ». À certains égards, le prédicat « vrai » est omniprésent. Sa présence est diffuse dans nos énoncés informatifs. Une autre manière de saisir ce point consiste à dire que la vérité est transparente. Elle s'efface derrière nos énoncés. La vérité est transparente, blanche comme neige, au sens où elle n'a pas besoin de s'afficher comme telle ou de se signaler. Autrement dit, la vérité est une qualité invisible de nos énoncés. Cependant, nous considérons aussi que la vérité doit être mise en lumière, voire que la vérité est lumière, la lumière qui dissipe l'obscurité qui règne dans nos esprits. Loin de considérer la vérité comme ce qui est tapi dans l'ombre de nos énoncés et comme ce qui va sans dire, on estime qu'elle doit s'imposer à notre esprit dans toute la force de son évidence. On le voit, nous sommes ici confrontés à une tension inscrite dans le concept de transparence. Parler de la transparence de la vérité peut nous conduire vers 2 approches différentes. D'un côté, la vérité est tellement transparente que l'on pourrait rayer le prédicat « vrai » de nos discours. La transparence confine la vérité au royaume des invisibles. La vérité est alors comparable à ce qui se joue dans les coulisses d'un théâtre, quand la machinerie est tellement bien huilée que les protagonistes se succèdent sur la scène sans qu'à aucun moment l'illusion du réel soit rompue. Dans ce cadre, la vérité réussit parfaitement son jeu lorsqu'on ne la remarque pas. C'est un rouage essentiel, mais inapparaissant de nos discours. Telle est la manière dont fonctionne le présupposé de véracité. Celle-ci est généralement tenue pour acquise de façon tacite. Mais d'un autre côté, parler de la transparence de la vérité, c'est insister sur son caractère irréfragable. C'est souligner la force de ces rayons dont la lumière nous irradie. Dans ce cadre, la vérité est transparente non pas parce qu'elle ne se voit pas, mais parce qu'elle se manifeste de façon pleine et entière et parce qu'elle n'est obscurcie par aucun biais qui pourrait troubler la diffusion de sa lumière. Loin d'avancer masquée, elle se présente à nous sans après ni atour. Ce n'est pas un donné sémantique tellement évident que nous pourrions l'escamoter. Au contraire,
en éclatant au grand jour, la vérité s'impose à nous comme une force à laquelle nous ne saurions nous soustraire. Alors, de quelle transparence la vérité est-elle le nom ? Est-ce une transparence qui rend invisible ou est-ce une transparence qui montre ? Est-ce une transparence qui occulte, comme quand on dit de quelqu'un qu'il est transparent, car sa présence n'est même pas remarquée ? Ou est-ce une transparence lumineuse ? Il est clair que nous avons tendance à privilégier le second aspect. La raison en est que, quand bien même nous disons communément ce que nous croyons être vrai, nos discours peuvent être faux. Même si nous n'avons aucunement l'intention de tromper qui que ce soit, nous pouvons nous tromper. C'est dans ce contexte, quand quelque chose de faux peut être pris pour une vérité, qu'il devient urgent de mettre la vérité en lumière. La question est alors de savoir comment nous pouvons déterminer si ce que nous tenons pour vrai est réellement vrai. Entendons-nous bien, l'enjeu n'est pas de préciser si les locuteurs disent ce qu'ils croient être vrai, mais il s'agit de préciser d'une part si les énoncés sont vrais, au sens où ils disent ce qui est, et d'autre part, comment nous pouvons détecter une telle vérité. Pour répondre à une telle question, il est impérieux de disposer d'un moyen infaillible pour la reconnaître. Voilà pourquoi la vérité se présente parée de ses habits de lumière. Ce n'est pas un vérisme hyalin qui nous permettrait de voir à travers. C'est une lumière vive et puissante qui capte le regard, comme la lumière du phare qui nous guide et nous sort des ombres de l'opinion. Cette manière de présenter la vérité, quoique classique, n'a pourtant rien d'évident. On se représente la vérité comme quelque chose de déjà là, comme un trésor que nous brûlons de découvrir et qui existe indépendamment du fait qu'il y ait des hommes pour la saisir. La vérité est alors comparable à une cible à atteindre. Et la question est de savoir si nous pouvons facilement la toucher, sans viser à côté, dans le faux. Car comme le disait Aristote, je le cite, « Il en est de la vérité comme de ce que dit le proverbe. Qui ne mettrait la flèche dans une porte ?» Considérer ainsi cette étude est facile, mais le fait que nous pouvons posséder une vérité dans son ensemble et ne pas atteindre la partie précise que nous visons montre la difficulté de l'entreprise. Fin de citation. Autrement dit, la difficulté est de viser dans le mille. C'est pourquoi nous avons besoin d'un critère pour la reconnaître. La clarté, la distinction, la vivacité apparaissent alors comme sa marque de fabrique. Ces dernières années, et plus généralement tout au long du XXe siècle, on a beaucoup fustigé cette approche de la vérité. On lui a reproché d'aller de pair avec un certain essentialisme, c'est-à-dire avec l'idée selon laquelle il y aurait une façon dont les choses sont en elles-mêmes, indépendamment de tout point de vue particulier. On lui a reproché de prendre pour acquises des choses qui ne vont pas de soi, comme le fait qu'il y aurait un état objectif du monde ou le fait que la vérité existerait indépendamment des hommes qui la saisissent. Or, dans le cadre de cette alternative, on considère au contraire que la vérité n'est pas à découvrir, mais à construire. La vérité n'est pas ce Graal qui se tient au bout du chemin et vers lequel nous nous dirigerions, emplis de la certitude de son existence. Elle serait plutôt le produit ou le résultat du cheminement. Ce ne serait pas ce qui se tient au bout de l'enquête, avant même le commencement de l'enquête, ce serait ce qui émerge progressivement de l'enquête humaine, ce sur quoi les hommes parviendraient à se mettre d'accord. Dans ce qui suit, je vais vous exposer les tenants et les aboutissants de ces deux grandes familles qui se disputent le territoire de la vérité. Quand nous serons parvenus au terme de cette analyse comparative, je vous ferai part des raisons pour lesquelles il me semble que nous devons continuer à nous inscrire au sein de la première grande famille, celle que je qualifierais de réaliste. Ne serait-ce que parce que les difficultés qui l'assaillent sont moins dangereuses que celles qui grèvent certaines versions radicales de la seconde famille, que je qualifierais d'anti-réaliste ou de pragmatiste. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'être réaliste en matière de vérité ? Cela revient à soutenir les trois idées suivantes. Premièrement, la vérité existe. Ensuite, la vérité ne doit pas son existence au fait qu'il y ait des hommes pour y penser. Enfin, la vérité a une nature substantielle que nous pouvons décrire. Alors, essayons justement d'en préciser la nature. Une telle tentative nous conduit à faire des remarques de prime abord assez triviales. Partons de la situation suivante.
Nous observons quelqu'un de peau blanche et nous lui disons « tu es blanc ». Ce faisant, nous disons vrai. Mais, comme le précise Aristote, je le cite, « ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. » Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je répète. Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. En d'autres termes, si nous disons vrai lorsque nous affirmons que tu es blanc, c'est parce que tu es blanc. Plus précisément, c'est parce que tu es déjà blanc, indépendamment du fait que nous pensions ou que nous disions que tu es blanc, que notre pensée ou notre affirmation peut être qualifiée de vraie. De ce constat, nous pouvons tirer des conclusions importantes. Tout d'abord, comme le disait John Austin, il faut être deux pour faire une vérité. En effet, une pensée ou un énoncé ne peuvent être qualifiés de vrais que s'ils sont mis en rapport avec quelque chose, en l'occurrence avec un état du monde qu'ils décrivent. La vérité est donc une propriété relationnelle. Il n'y a pas de vérité autonome. Un discours ou une représentation ne sont vrais que relativement à la réalité à laquelle ils se rapportent. Ensuite, si nous précisons la nature de cette relation, nous voyons qu'il s'agit d'une relation non symétrique. En effet, la réalité existe indépendamment et antérieurement au vrai. Dans notre exemple, c'est parce que la personne que nous observons a la peau blanche que par la suite, notre affirmation qu'elle est blanche peut être qualifiée de vraie. On voit bien que la vérité ne fait que succéder à la réalité. Elle en est le simple rapporteur. La réalité, qui englobe l'ensemble des choses qui existent, est ce qu'elle est, qu'il y ait ou non des êtres humains pour la qualifier de telle ou telle. Ainsi, un objet, comme cette table posée devant moi, possède les propriétés qu'il a, indépendamment du fait que je sois là pour les énoncer. Par exemple, la surface de cette table est lisse, c'est un état du monde qui existe. Cette table conserve cette propriété, même si elle est stockée puis oubliée au fond d'un grenier et qu'il n'y a plus personne pour constater qu'elle est lisse. La réalité subsiste, quand bien même les conditions de la vérité ne sont pas réunies. C'est-à-dire quand bien même il n'y a plus d'être humain pour statuer sur ce qu'elle est. La vérité apparaît donc comme seconde par rapport à la réalité qui la transcende. Elle ne fait que rendre compte de ce qui est déjà là, avant elle. Si le vrai ne se pense que dans son rapport au réel, la réalité a quant à elle une existence autonome. Essayons d'analyser davantage la nature de cette relation asymétrique entre la vérité et la réalité. De quelle manière la vérité se rapporte-t-elle au réel ? Quand il y a vérité, le réel est mis en rapport avec un intellect, une intelligence, qui statue correctement sur ce qu'il est. On dira donc d'une proposition qu'elle est vraie, si et seulement si elle dit le réel tel qu'il est. Plus précisément, une proposition est vraie si elle s'accorde au réel, si elle est en adéquation avec lui. Ainsi, la proposition « le grand atelier du lieu unique a une jauge de 530 places » est vraie parce qu'elle décrit correctement un état du monde. La vérité est donc une relation d'adéquation entre le réel, un état du monde d'une part, et un sujet qui en rend compte et le prend pour objet de sa pensée d'autre part. Comme le dit Thomas d'Aquin, la vérité est l'adéquation entre la chose et l'intelligence. Définir la vérité comme une relation d'adéquation n'est pas anodin. Formé sur le latin aequus, qui signifie égal, le terme d'adéquation met le doigt sur le fait que lorsqu'il y a vérité, l'objet que l'on s'efforce de connaître et le sujet qui le prend en considération sont rendus égaux. Il y a une sorte de nivellement de l'intellect et de l'objet. L'intellect s'adosse à l'objet et s'ajuste à lui. L'objet est comparable à une norme de nos discours et de nos pensées. Si ces derniers sont correctement étalonnés, alors ils sont vrais. Thomas d'Aquin va plus loin en indiquant qu'il y a une relation d'adéquation entre l'objet que l'on examine et le sujet qui conduit l'examen s'ils entretiennent une relation de conformité, c'est-à-dire s'ils sont rendus conformes, ce qui signifie littéralement s'ils partagent la même forme. Dans ce cadre, saisir le vrai ne laisse pas le sujet indemne. C'est un acte
au terme duquel le sujet et l'objet finissent par coïncider, voire par fusionner, car ils se retrouvent sur une même forme. Saisir le vrai revient à certains égards à modeler notre intellect sur la chose connue. Alors évidemment, la question que nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir ce que je partage avec le grand atelier du lieu unique lorsque ma pensée qu'il a une jauge de 530 places est conforme au fait qu'il a effectivement une telle jauge. Après tout, qu'est-ce que mon intellect et l'atelier du lieu unique ont en commun? Dans quelle mesure sont-ils conformes? Autour de quelle forme se retrouvent-ils? Mon esprit doit-il prendre toutes les caractéristiques de l'objet pour être en adéquation avec lui? Pour qu'il y ait vérité, faut-il qu'il y ait une correspondance en tout point entre le réel et l'esprit qui l'appréhende? De toute évidence, non. On trouve chez Thomas d'Aquin des remarques très précises sur ce qu'il faut entendre quand il affirme qu'il y a vérité lorsque l'intellect épouse la forme de l'objet connu. Mais je ne m'y attarderai pas. Ce qui retient mon attention, c'est le fait que tout l'effort qu'il a mis en œuvre pour rendre conforme le sujet et l'objet dans la relation de vérité s'est vu contesté par la philosophie moderne, notamment par John Locke. Brièvement, pour Thomas d'Aquin, notre capacité à connaître le vrai ne constitue pas un problème. L'intellect connaît le vrai quand, d'une certaine manière, il devient la réalité qu'il vise, en partageant la même forme qu'elle. C'est à ce moment-là qu'il est en adéquation avec le réel. De son côté, Locke conserve l'idée d'adéquation, mais il la transpose d'une façon telle que dorénavant, la saisie du vrai se présente comme éminemment problématique. En effet, ce qui doit être conforme ou similaire pour qu'il y ait vérité, ce ne sont plus l'intellect lui-même et l'objet visé, mais c'est la représentation ou l'idée que le sujet a de l'objet et l'objet lui-même. Dans ce cadre, il n'y a pas d'union ou de contact direct de l'intellect et des choses. Ils ne fusionnent pas autour d'une même forme. Bien au contraire, Locke estime que nous ne pouvons connaître quoi que ce soit des choses en dehors de nous que par l'entremise des idées qui sont en nous. La question est alors de savoir si ces idées ou représentations mentales sont des représentations correctes du monde extérieur. Autrement dit, il faut déterminer si la manière dont nos idées s'articulent dans notre esprit correspond à la manière dont les choses sont combinées ou séparées en dehors de notre esprit. Par exemple, si l'esprit se représente le côté d'un carré comme une ligne divisible en parties égales, il joint l'idée de cette ligne et l'idée de divisibilité. La proposition ainsi formée, la proposition mentale ainsi formée est vraie ou fausse selon que ce genre de divisibilité concorde réellement avec cette ligne ou non. Et quand les idées sont assemblées ou séparées mentalement de telle manière que les choses dont elles tiennent lieu concordent ou non, on a affaire à une vérité. Ainsi, il y a vérité quand il y a une mise en correspondance de deux domaines, le domaine des idées ou représentations mentales et le domaine des choses qui existent en dehors de l'esprit. Il y a également vérité quand il y a similitude ou ressemblance entre les idées et les choses dont elles tiennent lieu. Locke admet par exemple que les idées des qualités premières des corps, comme la solidité, l'étendue, la figure, la mobilité, ressemblent à ces qualités qui existent dans les corps mêmes, là où par contre les idées produites en nous par les qualités secondes des corps, comme la couleur, le son, le goût, l'odeur, la chaleur, la froideur, n'ont pas de ressemblance avec ce qui existe dans les corps mêmes. Nous avons donc des idées qui ne sont pas le parfait miroir des corps. Il n'en reste pas moins qu'elles font le pont entre l'esprit et les choses. En tant qu'image des choses, les idées permettent à l'esprit d'accéder aux choses. Cependant, pour que cette mise en correspondance ait lieu, encore faut-il que ces tableaux mentaux soient des tableaux fidèles du monde. Or, comment pouvons-nous être assurés d'un tel accord ? Nous touchons là à une difficulté dirimante pour cette manière de définir la vérité. En effet, afin d'être assurés que nos idées sont bien ajustées aux choses dont elles tiennent lieu, il faudrait que nous puissions avoir un accès indépendant aux choses hors de notre esprit. Nous pourrions alors comparer nos idées à cette réalité extérieure pour évaluer leur degré de conformité. Le problème est que cette voie nous est barrée. On ne peut pas s'exiler de nos idées pour statuer sur leur conformité au monde, puisqu'on ne peut se rapporter à quoi que ce soit que par leur intermédiaire. On est donc
toujours confinés au spectacle interne de nos idées. Dans ces conditions, il est vain de vouloir comparer une idée à quelque chose qui n'est pas elle, à un monde qui existerait de manière absolue et indépendante de nos esprits. En introduisant la notion d'idée, la philosophie moderne creuse donc un fossé entre le sujet connaissant et l'objet à connaître, et elle se fait le fossoyeur de la connaissance. La définition de la vérité comme correspondance entre l'esprit et le monde est le terreau de l'inquiétude sceptique. Après tout, peut-être que le cours de nos idées se déroule de façon totalement séparée du cours de la réalité. Peut-être qu'il n'y a aucun point de contact entre eux et que nos idées ne sont pas des copies fidèles du monde. Dans ce cas, le vrai nous échapperait toujours. Faut-il se résigner à ce pessimisme épistémologique ? Ou bien devons-nous renoncer à une telle manière de comprendre la vérité qui la pose comme un absolu inaccessible ? D'aucuns considèrent que cette fracture entre l'esprit et le monde est la conséquence inévitable de l'approche réaliste de la vérité et que c'est cette approche qu'il faut éliminer. Selon cette analyse, l'erreur fondamentale est de distinguer l'esprit de ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire de la réalité extérieure, puis une fois cette distinction faite, de vouloir néanmoins faire comparaître nos pensées et nos discours devant le tribunal de cette réalité non humaine. Mais n'est-il pas temps de renoncer à chercher une correspondance entre nos pensées et quelque chose de non humain ? N'est-il pas temps de décrocher la vérité des voûtes célestes et de nous mettre en quête d'authentiques prises terrestres ? C'est ce à quoi nous enjoint la seconde approche de la vérité, qui soutient une conception anti-réaliste. Alors, que voulons-nous dire quand nous parlons d'anti-réalisme en matière de vérité ? Cela regroupe un ensemble de théories qui gravitent autour des trois idées suivantes. Premièrement, on part du principe qu'il faut abandonner l'idée d'une vérité objective qui serait valable en elle-même, indépendamment des intérêts humains. Les vérités n'existent que si elles sont indexées à un système de croyances ou à une vision du monde. Ensuite, nos pensées et nos discours n'ont pas à s'accorder à une réalité déjà toute faite qui les précéderait, puisque la réalité est juste La réalité est jusqu'à un certain point ce que nous en faisons, le produit de nos concepts. Enfin, et par voie de conséquence, la vérité ne réside plus dans une mise en relation de nos croyances à quelque chose qui serait profondément différent d'elles, comme une réalité extérieure à l'esprit, elle réside au contraire dans un certain rapport entre nos croyances. Pour se familiariser avec une telle approche, partons des remarques que William James publia dans son texte manifeste intitulé « Le pragmatisme », paru en 1907. James défend une conception non contemplative de la pensée. Selon lui, penser ne consiste pas à se tenir dans un face-à-face avec le monde afin d'en être le miroir, mais penser consiste à agir, s'engager et se projeter dans le monde. Dans ce cadre, une pensée est vraie uniquement lorsqu'on peut la vérifier, c'est-à-dire lorsqu'on peut la valider pragmatiquement, la traduire en termes de conséquences pratiques et concrètes. Cela signifie qu'une pensée est vraie, non pas parce qu'elle représente le monde, mais parce que nous pouvons nous en servir pour relier différentes parties de l'expérience et ainsi agir plus efficacement. La vérité d'une pensée se reconnaît au fait qu'elle nous permet d'établir des transitions fructueuses entre des phénomènes qui, au premier abord, ne semblaient pas reliés. Ainsi, en science, une hypothèse théorique sera considérée comme vraie si elle marche. En l'occurrence, si en corrélant des phénomènes, elle nous permet d'organiser notre expérience et de faire des prédictions fécondes. Par exemple, la loi de Mariotte est vraie parce qu'elle nous permet de relier la pression et le volume d'un gaz à température constante. Comme l'explique James, je le cite, « Toute idée qui nous porte, pour ainsi dire, toute idée qui nous mène avec bonheur d'une partie de notre expérience à une autre, qui établit des liens satisfaisants entre les choses et fonctionne de manière fiable, simplifie la tâche et nous épargne du travail. Cette idée est vraie dans cette mesure et dans cette seule mesure, vraie à titre d'instrument. »
Fin de citation. Nos idées sont vraies lorsqu'elles mettent en ordre le chaos de nos expériences individuelles et nous fournissent des règles d'action utiles. Voilà ce que s'accorder à la réalité veut dire. Une idée est vraie, non pas parce qu'elle serait la copie statique de la réalité, mais parce qu'elle nous guide vers elle et nous permet d'agir sans encombre. Il s'agit donc d'un accord pratique qui se réalise dans l'expérience et qui débouche sur un sentiment de satisfaction. À ce titre, la vérité est davantage comparable à une carte qu'à un tableau. De même qu'une carte n'a pas pour vocation d'être le décalque de la réalité, mais doit nous permettre de nous orienter efficacement et en toute sécurité. De même, la vérité est une arme, un instrument qui met en ordre l'expérience et lui donne une forme qui répond mieux à nos besoins. Voilà pourquoi nous valorisons tant la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle aurait une valeur intrinsèque, mais c'est parce qu'elle a un intérêt vital, parce qu'elle contribue à améliorer nos vies, à les rendre plus riches, plus harmonieuses. C'est dans cette stricte mesure que le vrai est un bien. Je cite James. « Il n'y a pas de vérité objective pure, de vérité qui s'établirait sans qu'intervienne la fonction qui répond aux besoins qu'éprouve l'individu de lier les parties anciennes de l'expérience aux plus récentes. Les raisons pour lesquelles nous disons que les choses sont vraies constituent la raison pour laquelle elles sont vraies. » Fin de citation. Autrement dit, il n'y a pas de pensée ou de croyance qui serait vraie en elle-même. Si elles sont vraies, c'est nécessairement pour des raisons humaines. Cette approche de la vérité, qu'il a définie en termes d'utilité et de praticité, est solidaire d'une reconception de la réalité. La réalité ne désigne plus l'ensemble des choses qui existent indépendamment de nous et qui nous sont données à découvrir. Elle ne se présente plus comme un tribunal devant lequel nos pensées devraient comparaître pour qu'on puisse en mesurer la valeur épistémique. Au contraire, la réalité est à certains égards ce que nous en faisons. Elle est le produit de nos descriptions. En effet, par nos jugements, nos classifications, par les concepts que nous employons pour désigner les choses qui nous entourent, nous modelons la réalité à notre image. La réalité ressemble à un bloc de marbre que nous sculptons de telle ou telle manière en fonction de nos intérêts, que nous découpons et organisons à l'aide de concepts afin de la faire être ce qu'elle est. Nous devons donc abandonner l'idée d'une réalité indépendante de la pensée humaine, qui n'aurait pas encore été classée, catégorisée et fichée par nos concepts. Une telle réalité vierge, sorte de point zéro de l'expérience, n'est pas ce qui nous est donné. Nous faisons l'expérience de tables et de chaises, d'immeubles et de plantes, de koalas et de puces électroniques, d'odeurs de roses et de morceaux de musique, ou encore d'ouragans et de chiffres. En d'autres termes, comme l'explique James, on ne saisit jamais qu'un substitut de la réalité, que la pensée humaine a déjà préparé et prédigéré pour nous. Si je peux risquer une telle comparaison, on pourrait dire que chaque fois qu'on la rencontre, la réalité a déjà été maquillée. Ce qui se donne à nous, ce n'est pas une réalité muette qui nous serait livrée dans sa pureté originelle. C'est une réalité qui est toujours déjà estampillée par les concepts et les croyances humaines. C'est une réalité qui parle notre langue. La réalité n'est pas meublée de choses qui auraient une existence absolue, elle se construit dans le creuset de nos mots. Dans ces conditions, on ne peut plus définir la vérité comme l'adéquation entre nos pensées et une réalité indépendante de la pensée humaine. Ce à quoi l'on confronte nos pensées, c'est à une réalité sanglée dans nos concepts, qui cuit et mijote dans nos concepts, si je puis dire. L'idée d'une mise en correspondance de nos pensées à quelque chose qui n'est pas elle perd tout son sens. Le monde, comme instance extérieure à nos pensées et auquel elles devraient se rapporter, est définitivement perdu. Car ce sont nos pensées qui le font être ce qu'il est. Nous devons donc faire le deuil de la réalité absolue et avec elle, faire le deuil de son binôme, la vérité objective. Nous devons cesser de courir après une vérité surhumaine, une vérité indépendante de tout point de vue que seul un être omniscient pourrait saisir. Si vérité il y a, il s'agit toujours d'une vérité à visage humain, qui est immanente à un système de croyances ou à un schème conceptuel.
Cette perte de la vérité objective ne doit pas nous plonger pour autant dans la détresse et nous conduire à pousser des cris de désespoir sceptique. En effet, il n'y a pas à se lamenter de ne pas connaître le monde tel qu'il est, indépendamment de nos croyances et de nos concepts, puisqu'un tel monde n'existe pas. La césure entre l'intellect et les choses, instillée par l'approche réaliste de la vérité, n'existe plus. L'esprit et le monde sont raccommodés. Dans ce cadre, chercher le vrai ne consiste plus à ajuster nos croyances à une réalité indépendante et située hors de nos esprits. Cela consiste à ajuster nos croyances entre elles, à trouver le bon équilibre entre les croyances dont nous disposons déjà et celles qui sont proposées à l'examen. Autrement dit, la vérité réside dans la cohérence interne à nos croyances. Cela signifie que lorsqu'on mène une enquête, il ne faut plus se représenter la vérité comme ce qui existe préalablement à l'enquête et qui se tiendrait là, au bout du chemin, comme un caillou en attente d'être ramassé. Dorénavant, la vérité est ce qui émerge du processus d'enquête. Elle en est le produit. L'enquête ne sert plus à découvrir une vérité comme on découvre un crabe sous un rocher. Elle en est le processus d'élaboration. Par conséquent, si nous décidons de clore l'enquête, ce n'est pas parce que nous aurions trouvé le vrai, c'est parce que nous sommes parvenus à trouver un ajustement entre nos croyances. Notre système de croyances, composé de croyances profondément implantées dans notre esprit et de nouvelles croyances, finit par se stabiliser. Et le résultat de cette stabilisation, c'est la vérité. La vérité n'est donc pas une propriété intrinsèque à nos croyances, elle est ce sur quoi une communauté de chercheurs parvient à se mettre d'accord, elle est ce qu'elle décide de tenir provisoirement pour vrai. Cette manière de se représenter le rapport entre la vérité et l'enquête est tout de même assez contre-intuitive. Ordinairement, nous avons tendance à considérer que si nous menons une enquête, c'est parce que la vérité est déjà là, mais cachée. Par exemple, quand on débute une enquête policière, on part du principe que la vérité est figée, comme mise sous scellé, mais on ne considère pas qu'elle est ce sur quoi ceux qui mènent l'enquête finiront par se retrouver. On estime au contraire que les faits s'imposeront de manière indiscutable, que la vérité se signalera d'elle-même, comme le phare dans la tempête. À l'opposé, dans une approche antiréaliste, la vérité n'est pas telle que, lorsqu'elle se présente à nous, nous pourrions infailliblement savoir que nous l'avons atteinte. L'idée selon laquelle la vérité se mettrait elle-même en lumière relève de la pensée magique. Comme l'explique Donald Davidson, les vérités ne se présentent pas avec une marque du genre de la date qui se trouve indiquée dans le coin de certaines photographies, qui permettrait de les distinguer de ce qui est faux. Autrement dit, la vérité ne s'auto-indique pas. Ce sont les hommes qui finissent par étiqueter certaines croyances comme vraies, simplement parce qu'un consensus s'est dégagé à leur sujet. Dans une telle approche, la vérité est donc en connexion étroite avec la pratique humaine, au point que, s'il n'existait pas de créatures pensantes, il n'y aurait pas de vérité. Pourtant, même si cette conception a le mérite de descendre la vérité de son piédestal et de la ramener sur terre, on peut lui reprocher de la rendre humaine, trop humaine. Même si on comprend bien qu'il faut cesser de concevoir la vérité comme une chose altière, raffinée, distante, imposante, élevée, cela implique-t-il pour autant de considérer qu'elle est soluble dans les intérêts humains ? Si la vérité n'est pas un maître solennel et sévère, cela en fait-il un serviteur docile et obéissant ? Ne vaudrait-il pas mieux cesser de parler de vérité plutôt que d'en travestir le concept à ce point ? Même si l'approche antiréaliste a le mérite de ne pas faire de la vérité quelque chose qui nous transcende, à force de lui faire épouser le contour des intérêts humains, elle la rend méconnaissable. C'est pourquoi je voudrais, pour finir, vous exposer les raisons pour lesquelles il me semble que nous ne devons pas verser dans un antiréalisme extrême en matière de vérité, et pourquoi nous devons tenir compte de cette inexpugnable intuition selon laquelle la vérité n'est pas un produit humain et ne se réduit pas à ce que nous pouvons en penser. Certes, d'aucuns se moqueront de notre refus d'admettre que la vérité est le miroir de l'homme plus que le miroir du monde.
Ils attribueront ce refus à la persistance d'une pulsion de vérité fort naïve. Nous serions comparables à ces amoureux transis qui s'efforcent d'entretenir la flamme alors que cela fait déjà bien longtemps que l'être aimé est parti. Et pourtant, le feu couve. Il importe de le ranimer et de réveiller notre goût pour la vérité objective. Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi la vérité est-elle une valeur pour laquelle nous devons lutter ? Pourquoi la poursuite de la vérité objective n'est-elle pas une entreprise vaine ? C'est que quand nous taillons la vérité à notre mesure, le danger est grand. Pour le dire rapidement, s'attaquer au concept de vérité objective, c'est s'attaquer à la liberté humaine. À ceux qui en douteraient, relisez ou lisez le roman de George Orwell, 1984. Dans cette dystopie, les employés du ministère de la Vérité ont pour tâche de réécrire les journaux anciens conformément à la ligne politique du jour. Cette retouche continuelle de l'histoire vise à ajuster à la situation économique actuelle les prévisions que le parti au pouvoir avait annoncées par le passé. De la sorte, le parti a toujours raison et la réalité est sous contrôle. La réalité ne consiste pas en quelque chose qui existe hors de nous, quelque chose qui est à découvrir et qu'on ne peut pas fabriquer selon les besoins du moment. Comme le rappelle O'Brien, le chef du parti, je cite, « La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper, et en tout cas périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. » Fin de citation. Éradiquer le concept de vérité objective, ainsi que son corollaire, le concept de réalité, c'est donc ouvrir la voie au plus effrayant des totalitarismes. Car ne nous y trompons pas. Faire le deuil de la vérité objective et d'une réalité indépendante des intérêts humains implique aussi de faire le deuil de la liberté. Ne croyons pas, comme on a souvent tendance à le faire, que la vérité collaborative, celle qui résulte du plus large accord intersubjectif possible, est un terrain favorable à la démocratie. Loin s'en faut. On suppose trop vite qu'une telle manière de définir le vrai trouve sa traduction politique dans la démocratie, dans laquelle c'est la majorité qui l'emporte. Mais ce faisant, on jette le bébé de la démocratie avec l'eau du bain de la vérité. En effet, la démocratie a besoin de la vérité objective. Loin d'être liberticide, le concept de vérité est un ami de la liberté. S'il existe une vérité que personne ne peut fabriquer, une vérité sur laquelle aucun groupe humain ne peut avoir la main mise, alors nous garantissons un espace de liberté incompressible. C'est ainsi qu'il faut comprendre la remarque de Winston, qui, dans l'Enfer de 1984, réalise que, je le cite, « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». En se cramponnant à cette vérité, Winston se soustrait à la chape de plomb du parti. Il prend conscience qu'il y a des choses qui résistent à l'homme, que le réel impose des contraintes objectives contre lesquelles le parti ne peut rien. Et quand on a compris cela, on se préserve de facto de l'emprise humaine. Et c'est ça, la démocratie. Ce n'est pas simplement le libre marché des idées. C'est aussi ce qui nous protège des agressions que quelques-uns ou une majorité voudraient intenter contre la vérité. Si l'on déplore souvent que nos démocraties sont malades, c'est peut-être parce qu'elles sont coupées de cette valeur absolue qu'est la vérité, notamment parce que des dirigeants s'échinent à faire plier la vérité sous le poids de leurs intérêts. Au contraire, une démocratie saine suppose de faire résistance. Et résister, qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne signifie pas forcément faire grève, mettre des barricades dans les rues et défiler en chantant des slogans. Tous ces actes de résistance n'ont de sens que si nous persistons à considérer la vérité comme une règle de nos pensées et de nos discours, une norme qui s'impose à nous, quels que soient nos intérêts et qui que nous soyons. En d'autres termes, résister suppose de croire qu'il existe quelque chose que nous devrions penser sans condition. Et cet impératif catégorique de la pensée, cette règle libératrice, c'est bien la vérité objective. Quand nous faisons l'expérience de quelque chose qui nous résiste, nous butons sur une vérité qui nous rappelle à l'ordre. Par exemple,
certains ont pu considérer que l'Irak possédait des armes de destruction massive avant l'invasion par les États-Unis. Mais des faits récalcitrants ont fait céder cette croyance. Dans ce cas, c'est bien la réalité qui a fait pression sur les esprits pour qu'ils s'ajustent à elle, et non l'inverse. Face à la tyrannie de l'opinion, c'est donc la vérité objective qui est le maître. Elle a toujours un coup d'avance sur ce que nous pouvons vérifier ou découvrir, et elle continue d'exister, pour ainsi dire, dans notre dos. Par contre, un monde où nous pourrions toujours considérer que l'Irak possédait des armes de destruction massive avant l'invasion par les États-Unis, un monde où nous pourrions admettre que la chute des tours du World Trade Center le 11 septembre 2011 n'a pas été provoquée par des avions en ligne qui les ont percutés, mais a été contrôlée par le gouvernement américain, ou encore un monde dans lequel on estimerait qu'il est vrai que le Soleil tourne autour de la Terre, ne serait pas un monde révolutionnaire, ouvert à la liberté de parole, ce serait un monde totalitaire, dans lequel les vérités seraient coulées dans le moule des croyances humaines. Dans ces conditions, il n'est nullement inconsidéré de voir la vérité comme un but que nous devons viser, même si elle n'est pas proportionnée à nos pratiques. Je dirais même surtout si elle n'est pas proportionnée aux pratiques et aux intérêts humains. Il est vrai que cela rend la recherche plus difficile. Le risque est que la vérité objective, la vérité nue, non recouverte des vêtements partisans, soit tout simplement transparente à nos yeux et qu'elle passe inaperçue. En effet, si la vérité se tient droite comme un i, pure et incorruptible, comment pourrait-elle être captée par les antennes humaines? Si la vérité n'a pas d'odeur, comment pourrions-nous la pister? Faut-il donc qu'elle parle notre langue, la langue de nos besoins et de nos intérêts, pour que nous nous mettions à sa quête? Nous faisons face au paradoxe suivant. Soit la vérité est déconnectée de nos intérêts, et alors il est vain de la poursuivre. D'ailleurs, comment le pourrions-nous? Nous ne saurions même pas où et comment chercher. Soit la vérité mérite d'être poursuivie, mais alors il ne s'agit pas de la vérité objective. Il ne s'agirait que d'une vérité relative dont le fumet aiguise notre intérêt. Dans ce cas, on ne pourrait viser que ce que l'on peut reconnaître, que ce qui fait de la différence pour nous. Il me semble au contraire que la quête de la vérité objective a toujours un sens et que ce n'est nullement le signe d'un attachement fétichiste à une valeur surannée. Pour que nous nous mettions en chemin vers elle, la vérité n'a pas forcément besoin de prendre un visage humain. Il existe bien un goût humain pour la vérité objective. Le problème est qu'il est corrompu par un certain goût pour l'utilité et l'efficacité, par l'esprit de commerce qui, selon Bertrand Russell, émane du pragmatisme. À ses yeux, le pragmatisme est une philosophie pour inventeurs, pour financiers, pour publicitaires et plus généralement pour les hommes d'action qui réussissent. Autrement dit, c'est une philosophie qui brade la vérité sur l'autel de la rentabilité et la réduit à ce qu'il est payant de croire. S'il faut refuser une telle marchandisation de la vérité, cela n'implique pas pour autant de faire de la vérité un idéal qui nous dépasse. Même si la vérité n'est pas à portée de main, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'éthéré. Entre ces deux extrêmes, il existe une voie qui s'efforce de concilier la poursuite de la vérité avec l'idée d'une vérité objective. Selon cette approche, on peut chercher le vrai, même si la vérité n'arbore pas le masque de nos intérêts. Cette quête exige toutefois des efforts de notre part. Car comme l'explique John Locke, celui qui voudrait se mettre sérieusement à la recherche de la vérité devrait, en premier lieu, se préparer l'esprit par l'amour de la vérité. On ne se lance pas sur le chemin de la vérité comme ça, sans préparation mentale. De même que le sportif doit se mettre en condition pour aborder une épreuve, la recherche de la vérité implique un travail sur soi. Par conséquent, s'il existe bien un goût humain pour la vérité objective, ce goût doit être cultivé, entretenu, éduqué, surtout s'il s'est émoussé au contact des opinions. L'amour de la vérité se forge de façon progressive. Son apprentissage passe par la pratique répétée de certains exercices, comme s'habituer à ne pas soutenir une proposition avec plus de conviction que le justifient les preuves sur lesquelles elle est bâtie, apprendre à être circonspect face aux idées enthousiasmantes, s'astreindre à examiner sérieusement ce qui s'oppose aux idées courantes. Une telle éthique de la vérité n'obéit pas aux mêmes règles que la loi de l'information.
Par exemple, elle est insensible aux critères de la rapidité et de la popularité. Mais force est de constater que face aux règles médiatiques, certains font de la résistance. Ainsi en est-il des lanceurs d'alerte. Ils sont, à mon avis, l'expression contemporaine de l'amour de la vérité objective. Comparables à d'insupportables interpellateurs qui tirent les hommes par la manche, ils ont le courage de la vérité, quitte à se sacrifier pour elle. Leur démarche montre que la poursuite de la vérité objective a toujours un sens, si tant est que l'on se donne les moyens de mener à bien une telle quête. Et cette quête exige le meilleur de nous-mêmes. Vigilance, circonspection, analyse, ouverture d'esprit, honnêteté. Autant de vertus que le désir de vérité pousse à développer. La quête de la vérité objective est donc ce qui participe au perfectionnement de notre nature intellectuelle et morale. C'est une quête totale qui nous permet de déployer le meilleur de notre être. C'est pourquoi il est essentiel de faire d'une telle quête une exigence rationnelle. Il en va de notre humanité. Alors, chers amis, ne succombons pas aux sirènes relativistes. Gardons espoir, croyons au vrai, résistons. Je vous remercie.